tous et bienvenue dans le podcast Bawa. Ici, on parle des études de droit et plus particulièrement des cours. Pour vous aider dans vos études et révisions, vous trouverez sur cette chaîne des vidéos récapitulatives des notions vues en cours. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Bawa Droit, où je poste des fiches sur les notions des cours, des conseils et plein d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons continuer la notion du couple en voyant la deuxième forme de contrat entre deux personnes, le PACS. Je vous invite à voir la dernière vidéo sur le concubinage qui comporte des éléments importants à la compréhension du PACS. Pour commencer, quand on parle du PACS, on parle de partenaires, tandis que pour le concubinage, on parle des concubins, et pour le mariage, on parle d'époux ou de conjoints. Dans un grand 1, nous verrons l'histoire du PACS. Dans un grand 2, les conditions de fond et de forme du PACS. Ensuite, la vie du PACS dans un grand 3. Et pour finir, dans un grand 4, nous verrons les modalités de la fin du PACS. Qu'est-ce que le PACS et pourquoi a-t-il été créé ? Le PACS est par définition un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, et qui a pour but d'organiser leur vie commune. Il a été créé par la loi du 15 novembre 1999. À la base, c'était pour donner une reconnaissance juridique aux couples homosexuels, mais par la suite, beaucoup de couples hétérosexuels se sont emparés de cette idée pour avoir un cadre moins juridique, moins traditionnel que le mariage. Au départ, il a suscité beaucoup de débats houleux à l'Assemblée nationale, mais aussi des débats juridiques, car les juristes n'avaient pas été consultés pour la création de cette loi, ce qui faisait qu'elle était incohérente, elle avait des lacunes. Le Conseil constitutionnel a validé la loi, mais avec des réserves d'interprétation. Cette loi a fait l'objet de beaucoup de critiques des juristes, des couples, ce qui a conduit à sa réforme le 23 juin 2006. D'autres réformes ont suivi, par exemple en 2007 avec la loi sur la protection des majeurs, ou encore en 2016. Toutes ces réformes ont opéré un grand rapprochement entre le PACS et le mariage, et même pour certains auteurs, le PACS est devenu un quasi-mariage. De plus, en 2022, l'adoption est ouverte au PACS. Aujourd'hui, presque autant de PACS que de mariages sont conclus chaque année. Voyons maintenant dans un grand 2 les conditions de fond et de forme du PACS. Seuls les majeurs, donc les personnes âgées de 18 ans, peuvent se PACSer. Un mineur, même émancipé, ne le peut pas. Ensuite, le consentement doit être libre et doit réellement exister. Il va du coup prendre la forme de la signature de la convention. Ensuite, la polygamie est interdite. Le PACS doit se faire entre deux personnes qui ne doivent pas être déjà mariées ni pacsées. Et si un partenaire se marie après avoir conclu son PACS, par exemple avec son pacsé ou un tiers, le PACS est automatiquement résilié. Par ailleurs, l'inceste est interdit selon l'article 515-2 du Code civil. Voyons maintenant les conditions de forme du PACS. En premier, il faut réaliser une convention qui peut se faire soit sous signature privée, soit par acte notarié. La présence des deux partenaires est obligatoire et la convention doit avoir pour but d'organiser la vie commune des partenaires d'un point de vue patrimonial. Par exemple, les règles de contribution aux charges du ménage ou le régime patrimonial adopté. L'enregistrement de cette convention doit s'effectuer par l'autorité compétente, qui peut être soit le notaire, si la convention est notariée, mais si la convention se fait sous seing privé, cela va être l'officier d'état civil de la commune dans laquelle les deux partenaires fixent leur résidence commune. L'enregistrement se fait par l'autorité compétente après avoir reçu la convention et entendu la déclaration conjointe. Le début des effets entre les partenaires se fait à la date de l'enregistrement. S'il y a un refus de l'autorité compétente, par exemple du notaire ou de l'officier d'état civil, une contestation peut se faire auprès du président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se trouve la mairie. En cas de vice du consentement, de la polygamie ou d'inceste, les sanctions ne sont pas toujours prévues par le législateur, mais comme le PACS est un contrat, le droit des contrats s'y applique. La sanction du non-respect de ces conditions est donc la nullité du contrat et donc du PACS. Voyons maintenant dans un grand 3 l'avis du PACS avec les effets du PACS et la modification du PACS. Il existe plusieurs effets au PACS. On a par exemple les effets personnels et les effets pécuniaires et patrimoniaux. Voyons d'abord les effets personnels
prévues par la loi. Donc l'article 515-4 du Code civil prévoit une obligation de vie commune qui va au-delà de la simple cohabitation. C'est plutôt une véritable vie de couple avec une obligation de toit et de lit, et celle-ci ne peut pas être écartée dans la Convention. Cet article prévoit aussi une assistance réciproque, où il faut par exemple s'entraider d'un point de vue personnel au regard des difficultés de la vie et du soutien moral. Vu de la question de l'obligation de fidélité, la loi n'en impose aucune entre les partenaires, contrairement au mariage. Parler un peu des effets pécuniaires et patrimoniaux, le même article 515-4 du Code civil prévoit une aide matérielle réciproque aux charges du ménage entre les partenaires, et il est possible de prévoir dans la Convention une répartition de cette aide et de ses modalités. L'article 515-4 prévoit aussi un effet de solidarité des dettes ménagères. L'un, par exemple, des partenaires contracte une dette, l'autre pourra y être tenu de la régler. Quand un couple est pacsé, il faut aussi déterminer le régime patrimonial, c'est-à-dire le régime qui permet de connaître le sort des biens acquis pendant le pacs. À qui les biens appartiennent-ils, à l'un des partenaires ou aux deux? Donc la loi va prévoir un régime légal qui est applicable à défaut de choix des partenaires, mais ceux-ci peuvent y déroger dans la Convention. L'indivision entre les partenaires, c'est que les biens appartiennent pour moitié à chacun des partenaires. En 2006, la réforme du PACS prévoit aussi le régime de séparation des biens. Pour les partenaires, pour les pacsés, il y a une possibilité de choisir le régime de l'indivision ou de moduler le régime patrimonial en choisissant la séparation des biens. L'article 515-5-2 du Code civil prévoit aussi une liste de biens qui resteront nécessairement exclus de l'indivision et donc demeurent la propriété exclusive des partenaires. Au cours de la vie du PACS, la Convention peut aussi être modifiée, donc il faut simplement faire un nouvel écrit enregistré par l'autorité qui a enregistré la Convention initiale, soit en se présentant devant elle, soit en lui envoyant par lettre recommandée la demande. Voyons maintenant, dans un grand 4, la fin du PACS. Dans un grand A, nous verrons les causes et modalités de dissolution du PACS, et dans un grand B, les conséquences de la dissolution du PACS. Les causes et modalités du PACS se font dans une grande liberté, ce qui implique forcément une plus faible sécurité. Les causes et modalités sont régies par l'article 515-7 du Code civil. Et le PACS peut être dissolu quand l'un des partenaires décède. La dissolution est effective à la date de la mort du partenaire. Il peut être aussi dissolu quand les partenaires se marient entre eux ou avec un tiers. Et d'ailleurs, le mariage des partenaires entre eux concerne environ la moitié des dissolutions de PACS. Le PACS peut être aussi dissolu par décision unilatérale ou conjointe des partenaires. Voyons maintenant dans un grand B les conséquences de cette dissolution. En cas de décès d'un des partenaires, le partenaire survivant peut agir en responsabilité contre le tiers responsable. Il n'existe aucune vocation successorale entre les partenaires, mais le partenaire survivant peut consentir à des libertés comme des testaments, des legs, etc. Il bénéficie aussi d'un droit temporaire au logement pendant l'année suivant le décès de son partenaire. En cas de dissolution unilatérale, il y aura rupture fautive, selon l'article 515-7 alinéa 9. Quand il y a une dissolution du PACS, les intérêts pécuniaires des partenaires seront liquidés et les partenaires procéderont eux-mêmes à cette liquidation en application de ce qu'ils ont prévu dans la Convention. Pour résumer, le PACS à la base a été créé pour les couples homosexuels, mais il est ouvert maintenant aussi aux couples hétérosexuels. Il existe des conditions de fond et si elles ne sont pas respectées, le PACS sera annulé. La signature d'une convention est aussi obligatoire et elle permet d'organiser la vie commune des partenaires. Il existe aussi quelques effets personnels et pécuniaires et patrimoniaux du PACS qui impliquent une obligation de vie commune, une solidarité des dettes ménagères par exemple. Il faut aussi choisir un régime patrimonial qui peut être soit l'indivision entre les partenaires, soit la séparation des biens. Et le PACS peut être dissolu, comme la plupart des cas, par mariage par exemple, ou
par décès ou avec une décision unilatérale de l'un des partenaires. Cette dissolution impliquera forcément quelques conséquences. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que cela vous aura aidé dans vos révisions. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que je pourrais améliorer. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et suivez-moi sur TikTok ou Insta. C'était Emma dans le podcast Bawa.